Frédéric Jean, le cancre pédagogue. Votre balado pédago. Dis-moi, Michel, qu'est-ce Alors, qu'il y a attends, d'extraordinaire aujourd'hui? Je t'écoute. qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? L'extraordinaire, c'est que je puisse parler avec un ami québécois avec le décalage qui existe aujourd'hui, le podcast que tu proposes que je trouve plutôt sympa et l'extraordinaire, c'est que je me retrouve derrière ce micro pour échanger avec toi. C'est un moment privilégié. C'est grâce à Julie Gounet que j'ai pu connecter avec toi par la simple et bonne raison c'est par le lien de LinkedIn. Tu avais apprécié la publication, puis j'étais curieux parce que je veux apprendre euh, dans la francophonie même, de par le monde, comment se positionne l'éducation, puis comment se vit l'éducation d'une manière positive. Puis, j'étais heureux de voir que j'ai un Michel qui a un poste super intéressant à l'Académie française. Puis l'Académie française, aller jusqu'au moment où je discutais avec Julie, je ne connaissais pas tant les antennes. J'ignorais l'existence des antennes un peu partout dans le monde. Je suis très heureux de prendre un moment avec toi pour que tu puisses me parler de ça parce que, en effet, tu as vécu ça. Fait que tu pourrais-tu me parler un peu de ton travail, de ce que tu as fait, puis où est-ce que tu en es aujourd'hui? Bon, très bien, oui, on peut ouvrir cette fenêtre. C'est vrai que la France a cette particularité, c'est peut-être parfois pour ça qu'elle revendique toujours et encore une place dans le monde par sa voix, par son influence ou sa volonté d'influence. La France possède un réseau d'établissements français, c'est-à-dire qui porte le programme d'enseignement français dans près de 140 pays. Donc c'est assez considérable. Il y a 400 000 élèves. 140 pays. Ouais, ouais. Wow. Près de 400 000 élèves scolarisés qui suivent le programme français et qui passent des examens français validés par le ministère de l'Éducation nationale. Donc là, pour le coup, il n'y a pas d'équivalent. Il y a beaucoup d'établissements privés à travers le monde. On retrouve l'IB, on retrouve des établissements, programmes internationaux un peu partout, évidemment, en grand nombre. Mais il n'y a que, on va dire, la France qui a structuré un réseau d'établissements à travers le monde avec une validation de son ministère des programmes enseignés ailleurs qu'en France. Donc c'est assez, effectivement, inédit pour être souligné et ça date de longue date. Ça date pas d'hier, cette affaire. Ça fait longtemps que peut-être par une envie peut-être de porter la langue française, de porter l'éducation à la française. Un certain nombre de pays qui avaient des relations plus ou moins serrées avec la France, historiques, parfois coloniales aussi, il faut le reconnaître, Oui. ont souhaité conserver ce lien par l'éducation avec la France. C'est, je vais te poser une question, puis elle va peut-être te sembler naïve ou peut-être curieuse. Euh, on n'a pas d'antenne. les- L'Académie française, est-ce qu'elle a des traces au Québec? Non, pas au Québec. C'est curieux, hein? Enfin, il y a un lycée français à Montréal. Oui, le Collège français, ça se peut-tu? Si c'est ça, oui, Oui. effectivement. On est dans l'Ontario. Quand j'ai dit non, pardon, dehors au début, parce que je pensais à mon ancienne association pour laquelle je travaillais, et effectivement, nous n'étions pas au Québec. Mais l'opérateur public, l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, est bien présente avec un lycée français à Montréal, Oui. au Québec. C'est OK. le lycée OK. Stanislas, me semble-t-il. Oui. Mais je pensais en fait à l'association pour laquelle je travaillais, qui était en fait la plus ancienne association qui a 120 ans d'âge, qui porte des établissements dans une quarantaine de pays, elle, et qui est née dans le berceau du bassin méditerranéen, au Liban, à Thessalonique, en Égypte, Voilà. etc. Voilà. Et cette association, elle est présente au Canada, elle est présente à Toronto French School et une petite école à Vancouver aussi. Voilà. C'est des petits partenariats, mais
c'est peut-être moins évident pour l'enseignement français, j'allais dire, d'exister au Canada, au Québec, où le bilinguisme existe naturellement. Il n'y a pas besoin de la France pour ça, en fait. Et tant mieux d'ailleurs. Ce qui me, ce qui me porte à me poser comme question, c'est, je comprends que l'Académie française, au nom de la francophonie, va chercher va vers d'autres pays pour faire gagner la France. C'est une belle idée, mais en fait, je me demandais c'était quoi le plus-value pour la population d'adhérer à ce type d'enseignement-là français. Est-ce que c'est... C'est vrai que on peut se poser la question, mais c'est plus que la langue française, à vrai dire. D'accord. C'est pas que la francophonie, c'est aussi le programme éducatif. Euh, ce sont essentiellement des intérêts, on va dire, des familles qui souhaitent que leurs enfants puissent poursuivre leurs études dans les meilleures conditions possibles. Le baccalauréat français est reconnu dans beaucoup de pays. Il y a une reconnaissance universitaire, donc c'est un vrai sésame qui t'ouvre beaucoup de portes. C'est aussi un visa pour continuer ses études, y compris en France. Donc, il y a aussi une part de stratégie de la part de familles qui misent sur ce baccalauréat, sur cet examen à renommée internationale qui ouvre beaucoup de portes et beaucoup d'équivalences possibles dans les entrées en université. Donc il y a cette part-là. Il y a, comme je te le disais, ce passé d'un héritage colonial que certaines familles qui ont grandi dans le système éducatif français souhaitent le transmettre à leurs enfants, même si réfute, et à juste titre, toute idée de lien colonial avec la France, mais en ont apprécié la rigueur ou l'ouverture de l'enseignement et malheureusement parfois considérant que là où ils sont, le système national ne propose pas une même garantie de réussite. Donc il y a aussi ces choix de stratégie qui peuvent exister pour ces familles. Les personnes qui, disons, là, on discute, là, les personnes qui fréquentent, est-ce que c'est souvent des personnes qui arrivent de la France, qui travaillent dans d'autres pays, puis qui veulent garder le système éducatif, qui fréquentent l'Académie française? Ah, Oui, il y a aussi ça. Effectivement, l'avantage, quand je te parlais de 139 pays, c'est qu'effectivement, tu peux passer 2 ans dans un pays avec un établissement qui propose ce programme et avoir une continuité sans qu'il y ait de questions de tests d'entrée ou de quoi que ce soit. Ça, c'est certain. C'est un vrai avantage de pouvoir justement passer d'un établissement à l'autre. Et donc, des familles françaises ou francophones ou étrangers qui ont vocation à s'expatrier peuvent trouver intérêt, parce qu'il y a une vraie couverture internationale dans de nombreux pays, à fréquenter le lycée français parce ils savent qu'ils peuvent, en voyageant, en continuant de leur mission d'expatriation, trouver une poursuite sans interruption de scolarité avec un même programme. Donc ça, c'est évidemment très confortable. Et si ça devait s'interrompre, rentrer en France et avoir une continuité, encore une fois, sans interruption. Il n'y a pas besoin de changer de langue, de système, etc. C'est une vraie continuité. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, très majoritairement, ce sont aussi des familles nationales qui n'ont pas vocation à bouger. Et parfois, il y a beaucoup de familles qui font le choix d'enfants qui sont scolarisés pendant les 15 années en continu dans le même lycée. Avec l'avantage que je trouve assez remarquable, c'est d'être sous un même toit, de la maternelle, l'élémentaire, tout le primaire, le collège, le lycée, et toujours sous le même toit, toujours dans le même établissement. Et donc, il y a une vraie culture d'établissement qui se met en place, bien plus forte que quand on fréquente d'abord un kindergarten, une maternelle, puis une primaire, puis on change de collège, puis on change encore, etc. Non, là, il y a des enfants qui grandissent pendant 15 ans dans une même structure. Donc, ça crée quelque chose de très fort. je comprends. Euh, En même temps, ça doit servir aussi au niveau diplomatique, si je comprends. Oui, 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 bien sûr. C'est aujourd'hui principalement un vrai levier d'influence pour les affaires étrangères, pour le ministère des Affaires étrangères. D'ailleurs, le réseau qui est géré par un opérateur public que je citais tout à l'heure, l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement français, est directement sous tutelle des affaires étrangères. Ce n'est pas une agence qui est sous tutelle de l'éducation nationale. Le programme est validé par l'éducation nationale française,
mais c'est bien un instrument au service de l'influence de la politique du Quai d'Orsay à Paris. Si on parlait de ton travail en pré-entrevue, tu m'expliquais que tu travaillais à la French School de Toronto. C'était quoi ton travail au juste? Je suis très curieux. Alors, la French School de Toronto était dans le réseau des établissements que je suivais en qualité de directeur adjoint à la mission laïque française. Euh, J'étais à la fois responsable de la formation, de la pédagogie, des personnels pour cette association pendant une petite dizaine d'années, Quand même. il n'y a pas très longtemps encore. Quand même. Puis on est présentement, tu es en France. Alors, présentement, je suis à Paris, au ministère de l'Éducation nationale. Je suis à la direction des ressources humaines et chargé de la formation, des parcours professionnels et des affaires internationales. Je vais garder un volet d'ouverture internationale. Donc, je reste, disons, sur désormais ce qui fait mon expertise, on va dire. Qu'est-ce que ça fait comme... Peux-tu m'expliquer un peu le travail au quotidien de ce poste-là, Michel? Aujourd'hui, Oui. aujourd'hui, c'est l'accompagnement. Il y a une vraie volonté politique de faire en sorte que la formation continue soit un véritable levier d'évolution professionnelle des personnels, de tous les personnels. Le ministère de l'Éducation nationale, c'est 1 300 000 personnes. C'est énorme. C'est un des plus gros employeurs, Ah oui. euh, évidemment, en France largement, mais même en Europe, pour pas dire plus encore. Et donc, mais c'est une volonté, j'allais dire, de toute la fonction publique française aujourd'hui, c'est de valoriser davantage le développement professionnel, de valoriser davantage les parcours par la formation. C'est-à-dire, en gros, et c'est tant mieux, et c'est, je pense que sur beaucoup de pays dans le monde aujourd'hui, c'est de valoriser la formation tout au long de la vie. Considérer que il faut continuer d'apprendre tout au long de la vie, mais il faut aussi pouvoir en tirer bénéfice. Il faut pouvoir grandir professionnellement, il faut pouvoir rebondir trouver des mobilités en France, à l'étranger, dans d'autres ministères, sur d'autres fonctions. Et voilà. Et donc, il y a une vraie volonté d'encourager le gain qualitatif pour toutes et tous, de qualité bien-être au travail, de trouver de nouvelles possibilités professionnelles, de nouvelles passerelles vers peut-être d'autres fonctions, d'autres métiers. On est aujourd'hui beaucoup plus mobile qu'on ne l'était il y a quelques années, donc il faut accompagner tout ça et ça s'accompagne par la formation. C'est pour ça que j'ai aussi, on va dire, dans ce portefeuille les parcours professionnels. Et les affaires internationales, quelque part, c'est la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire. Pour certains, le parcours peut être une expérience à l'étranger, peut-être une expérience dans l'enseignement à l'étranger, dans l'encadrement à l'étranger, sur des fonctions dans le réseau culturel, parce qu'il n'y a pas que l'enseignement, ça peut aussi être la coopération, ça peut être la diplomatie, en effet, ça peut être diriger un institut culturel, un institut français, une alliance, etc. Ah ben. Donc, il y a beaucoup de possibilités, en effet, et c'est bien de le faire savoir, de le faire connaître au plus grand nombre pour que ça ne reste pas limité à un petit cercle d'initiés privilégiés qui connaissent ces passerelles-là. Il faut que le plus grand nombre puisse en profiter. Ça fait partie des missions de ce ministère. Vous vous intéressez à la pédagogie et à l'intégration du numérique en éducation, le balado Intention pédago numérique, c'est pour vous. Mes collaborateurs Mira Auvergnat, Marie-Hélène Demers, Mathieu Mercier et moi-même vous donnons rendez-vous à chaque épisode pour des conversations riches à propos de pédagogie et d'intégration du numérique en éducation. Les enregistrements se font en direct sur le web et sont par la suite disponibles sur votre plateforme de balado préférée. Intention pédago numérique, c'est un rendez-vous. Votre balado pédago. On parle de vouloir ouvrir les frontières entre le Québec, en l'occurrence le Canada, et la France sur l'échange au niveau commercial. Euh, on sait d'emblée déjà que le Québec tente par tous les moyens d'aller chercher des enseignants outre-mer, des enseignants peut-être même de la France, pour les faire venir au Québec ici. Je suis convaincu que tu dois en savoir un peu à ce sujet-là. Maintenant, est-ce que la France a aussi ce désir de vouloir chercher de l'expertise peut-être du Québec pour faire profiter la France? Non, ce serait une bonne chose. Ce serait une bonne chose.
Il y a quelques programmes d'échange. Il existe des programmes d'échange. Il y a pas assez à mon goût, mais parce que ça, c'est mon tropisme d'ouverture et de volonté de OK. partage, d'échange et en effet de mobilité. Mais il existe en effet quelques échanges possibles où tu as pendant un an, par exemple, un enseignant canadien du Québec qui peut enseigner en France et à contrario, l'enseignant français qui cède sa place pour aller dans la classe du collègue en question. Et il y a ces quelques échanges-là qui existent, mais trop peu nombreux, parce que mais en même temps, ce sont des expériences formidables qui mériteraient d'être encouragées, mais il faut trouver aussi des candidats qui acceptent de partir pendant un an, de laisser leur classe à un collègue du Québec et vice-versa. Ça existe, mais c'est malheureusement encore limité en nombre pour que ce soit significatif et qu'on puisse clairement parler d'une coopération franche. Parlant de coopération franche, je voulais savoir, dans le fond, vous avez les mêmes enjeux que nous autres, ça c'est clair, là. Pour être tout à fait transparent, lorsque je m'absente du travail, moi je suis enseignant en anglais intensif. Donc, j'enseigne dans les langues secondes, mais à des jeunes à la sixième année du primaire. Et j'ai de la difficulté à trouver un enseignant qui est capable de se débrouiller en anglais pour enseigner. Je ne sais pas si tu sais ce que je veux dire. Euh, Mm. est-ce que vous vivez, vous, en France, ce même défi? Oui, oui, le défi de l'attractivité et de la fidélisation, c'est aujourd'hui très difficile. Il y a des difficultés à attirer des candidats au concours, d'enseignement, c'est aujourd'hui devenu très difficile. Le ministère travaille précisément à essayer de rendre plus attractif le métier. Donc il y a beaucoup disons, il y a une stratégie qui est en train de se mettre en place pour essayer en effet de OK. capter à nouveau la jeunesse, mais de faire en sorte aussi de la fidéliser, parce que c'est quelque chose que l'on peut observer peut-être nouveau. Tous ne partent pas dans l'idée de faire carrière dans l'éducation nationale. Et ce sont des choses que, j'allais dire, on n'a pas connues à ma propre époque, au siècle dernier, lorsque j'ai passé le concours d'enseignant pour ensuite envisager une carrière. À aucun moment je pensais y mettre fin. Or, aujourd'hui, on observe beaucoup plus de volatilité, Ouais. moins de sédentarité. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit malin aussi pour proposer, bah, venez enseigner, venez passer le concours. Regardez, il y a des possibilités d'enseigner également à l'étranger. Il y a aussi d'autres fonctions. Il y a peut-être des passerelles possibles. L'essentiel, c'est en effet de rendre le métier le plus attractif possible. Mais c'est un vrai défi. Et la formation dans ce domaine-là, bien sûr, en fait partie. Si on ne propose que des formations descendantes, ennuyeuses et où on n'apprend rien, vous allez désespérer votre population. Il faut travailler à ce que peut-être aussi le bien-être, c'est-à-dire une formation réussie qui profite, où il y a un vrai impact sur le geste professionnel, où on se sent plus fort, mieux, plus en confiance, valorisé dans ce qu'on a appris, reconnu dans ce qu'on a appris. C'est très important aujourd'hui, la reconnaissance, la valorisation, la promotion de qualifications, de compétences acquises. Si tout ça n'est pas reconnu, tout ça est passé sous silence, vous découragez plus d'une personne. À quoi bon? Mhm. Vu les rémunérations, on peut se poser d'autant plus de questions alors qu'il y a un niveau d'études très élevé, un concours très sélectif, etc. Il y a un beau problème de culture qu'on vit chez nous au Québec. Je t'explique, je vais parler de ma bulle, ma chambre d'écho. J'ai été, lorsque j'étais allé à l'Université Laval à Québec, à la ville de Québec, puis dans ma cohorte, on était 12 étudiants pour devenir hommes, pour enseigner. Il y avait 12 hommes sur un lot de 180 femmes, ce qui est, ce qui était du jamais vu d'avoir 12 hommes. Puis il nous en parlait, il était fier, la cohorte de cette cohorte-là, 12 hommes, c'était une fierté. Puis on a fait terminer trois. Trois. C'est d'une tristesse lamentable. Euh, je voyais partir mes collègues masculins euh, quasi chaque trimestre. Euh,
c'est d'une tristesse, en fait. Puis je me suis longtemps questionné qu'est-ce qui poussait, dans le fond, les hommes à sortir de ce milieu-là. Puis, une première des choses, je t'allais demander, je ne sais pas si tu connais le chercheur et le professeur, éminent professeur à l'Université Laval, Égide Royer, Hmm. que j'ai eu le bonheur de rencontrer. Puis lui, il m'expliquait, je vais le dire de manière grossière, là, mais il m'expliquait dans le fond qu'il n'y a pas assez d'hommes, il y a pas assez d'hommes en éducation parce qu'il n'y en a déjà pas. Fait que les hommes ne se sentent pas accueillis là, ou accueillis ou ne se sentent pas chez eux, dans le fond. Si je peux, c'est de manière très grossière ce que je dis là. Euh, mais mais ce qui me porte à croire, c'est que là, ça, c'est il y a 20 ans. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus profond que ça, c'est que les gens ne sont pas intéressés suffisamment à l'éducation. Et là, j'ai une inquiétude qui monte, puis je la partage, puis j'imagine que ça doit être la même chose chez vous. C'est que là, il va y avoir des départs à la retraite qui sont éminents. Hmm. Euh, et on n'a pas assez d'étudiants pour les remplacer. Et présentement, ce qu'on vit, là, je te fais le partage, c'est dans les écoles secondaires, chez nous, on appelle ça secondaire, on a des enseignants que lorsque, disons, qu'il arrive ou on demande une suppléance, c'est pas personne, mais la personne, elle est assignée. Donc, c'est toi, tu vas maintenant remplacer, tu as une période libre, parfait, tu vas maintenant aller travailler, tu vas aller remplacer tel enseignant. Ce qui est une bonne idée? Oui, mais c'est pour l'instant. Mais je sais pertinemment bien qu'il va manquer plus d'enseignants. Je suis dans l'inquiétude. Je me demandais si cette inquiétude-là était partagée chez vous à l'Académie. Oui, bah, la France c'est en Amérique du Nord que l'on parlait de l'Europe, ce vieux continent. Nous sommes des vieux pays avec en effet une natalité en berne et donc il va y avoir des départs à la retraite, mais pas simplement en France, dans l'ensemble des pays européens, des pays riches vont connaître des départs importants à la retraite qui aujourd'hui, en tout cas statistiquement, ne sont pas compensés par la voie du concours. Donc, il y a de plus en plus aussi de personnel recruté sur un plan contractuel qui sont recrutés par d'autres voies et qu'il faut aussi accompagner. Il faut absolument former. C'est une évolution aussi, j'allais dire, du métier d'enseignant dans sa globalité. Il n'y a pas simplement la voie du concours un peu royal que l'on connaissait et qui permettait de régénérer les flux, les populations sans difficulté. Aujourd'hui, il faut faire appel également à d'autres biais. Alors, sans doute que peut-être on arrivera aussi à peut-être à capter ou à vouloir capter là où, dans des pays francophones, par exemple, il pourrait y avoir de l'intérêt à venir enseigner en France, mais c'est pas l'orientation aujourd'hui qui est retenue. On sent aussi beaucoup un peu partout de frilosité, de retour sur soi, de montée des nationalismes, de protectionnisme. Enfin, il y a aussi d'autres enjeux qui désormais viennent un peu brouiller le paysage, la réflexion. Oui, un peu de frilosité et oui, sans doute aussi de l'inquiétude par rapport à cet avenir et à la façon dont il faut secouer le cocotier pour faire en sorte que ce métier soit à nouveau attractif comme il pouvait l'être en d'autres temps. Je ne veux pas parler de ma propre expérience quand j'ai passé le concours et dans quelles conditions et avec quelle pression à l'entrée Oui, pour, parce pour... qu'il y en avait, j'ai déjà entendu. Oui, j'ai déjà entendu. C'est très euh, anxiogène, hein? Je crois, ce concours clérical de l'Académie française, ça se peut? Oui, enfin, après, ça dépend. C'est un concours par académie, donc ça peut parfois être plus difficile ou plus facile, à contrario, de réussir ou de le passer dans telle ou telle région. Après, est-ce que il y a des régions qui sont aussi plus attractives que d'autres. Donc il y a aussi cette comparaison qui peut exister à l'intérieur du territoire national. Tous les territoires, malheureusement, entre guillemets, ne se valent pas en termes d'attractivité. Certains peuvent l'être davantage que d'autres. Il y a aussi cela qui se joue, c'est-à-dire un différentiel régional. Je ne sais pas si c'est le cas aussi au Québec. J'imagine que toutes les régions ne sont pas prisées de la même façon entre le nord et le sud. Il doit sans doute y avoir des différences aussi. Il y en a des différences, oui. Est-ce que
là, on dirait que tout part de soi, là. J'essaie de voir par moi-même, voir s'il y a quelque chose d'intéressant à ce que tu viens de me mentionner. La réalité de ce qu'on vit en éducation en ville, c'est-à-dire, mettons, Montréal ou en région. Moi, je suis en région, je suis à Victoriaville, elle n'est pas la même du tout, là. On est à des lieux, on a les mêmes enjeux euh, sur le pouvoir attractif d'aller chercher des enseignants. Mon centre de service scolaire fait sont innovants, je dois le dire. Il y a des posts sur Facebook qui parlent lors des foires d'emploi qui tentent d'aller chercher le plus possible leur part du gâteau. Euh, mais en même temps, chez nous, on a moins ça. On a des personnes de plein de cultures, mais pas autant qu'à Montréal. Donc, la situation n'est pas nécessairement la même pour l'instant. Est-ce qu'on va vivre les mêmes enjeux que Montréal? Je ne sais pas, mais je sais qu'une chose, c'est qu'à certains endroits à Montréal, il y a beaucoup de violence. Il y a de la violence aussi dans mon. J'ai traversé une période assez difficile cet automne, mais la violence, elle est beaucoup plus marquée de ce qu'on entend. Faudrait la peine que j'aille sonder ça davantage, mais c'est ce qu'on entend, nous, de la part des régions. Est-ce que chez vous aussi, il y a ça, de la violence? Est-ce qu'elle est palpable? Est-ce que c'est difficile avec les enseignants? Est-ce que tu es à l'aise d'en parler? Oui, oui, avant d'intégrer le ministère, j'ai travaillé dans la couronne parisienne, dans une ville du département des Hauts-de-Seine. Et oui, ce sont des faits malheureusement qui démarrent aussi dès l'école primaire, pas simplement chez les plus âgés de l'établissement. Donc ce sont des vrais sujets. On parle aussi du harcèlement, et c'est aussi des violences plus insidieuses et qui font tout autant de mal que des violences physiques. Enfin, il y a aujourd'hui, oui, c'est malheureusement de vrais sujets qui existent. On voit cela malheureusement un peu partout, parfois plus que on, on imaginait. Et il faut là aussi imaginer peut-être une éducation plus adaptée, plus en phase aussi avec cette réalité-là. C'est le problème de l'école aussi, comment elle peut accompagner les évolutions sociétales, comment est-ce qu'elle peut accompagner les différences, les clivages entre les territoires. C'est très difficile. Il existe aussi par chez nous, je suis convaincu que chez vous aussi, c'est la même chose, les silos institutionnels. Euh, je suis de ceux qui militent pour avoir une plus grande transparence et de transfert d'informations entre les ministères, disons. Si on fait la comparatif, nous, on a le ministère de l'Éducation puis aussi le ministère de- des Services sociaux. Mhm. Euh, Puis on a de la difficulté à ce que ce soit des vases communicants. Est-ce que vous avez aussi ces défis-là, vous, dans votre pays? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, chaque ministère a sa réalité et en effet, les territoires, les périmètres, les prérogatives, les compétences, tout ça, c'est très difficile. Des expériences où il faut se battre, on va dire, avec l'institution sociale pour avoir des bons d'hôtel pour reloger des familles qui se retrouvent sans abri, sans logement, avec deux, trois enfants scolarisés en école primaire. Les connexions ne se font pas obligatoirement et ce sont souvent, et il faut le saluer, moi j'ai rencontré des directeurs, des directrices d'école très engagés, formidables et qui font bien plus que ce qu'ils devraient faire et qui vont justement sur le terrain des affaires sociales parce qu'ils ne peuvent pas supporter l'idée que les enfants qu'ils accueillent dans la journée n'ont pas un toit le soir. Et donc, il faut se démener pour trouver des solutions et faire en sorte qu'ils puissent au moins dormir, avoir un repas chaud ou quelque chose qui fasse que la journée le lendemain sera moins difficile. Donc, oui, l'égalité reste un vœu pieux, Oui, malheureusement. surtout, ça fait partie de votre euh, égalité, fraternité, Liberté. Mm. liberté. Fait que ça fait partie de c'est vos trois.
Il y a Nicole Bellounet qui est votre ministre, dans le fond, de l'Éducation. C'est bien ça? Ça fait pas longtemps, je pense, qu'elle est ministre de l'Éducation. Est-ce que je me trompe? Non, non, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'elle a? Est-ce qu'elle est. Elle doit sûrement être bien au courant de la réalité, mais est-ce qu'elle vous propose des moyens innovants? Est-ce que cette ouverture-là pour comme améliorer, si on veut, les mêmes problèmes qu'on a au Québec là, sur la culture, est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place pour améliorer la culture d'apprentissage? Disons que pour avoir eu l'honneur de la rencontrer à sa prise de fonction, elle est venue nous rendre visite au ministère et moi j'ai apprécié sa qualité d'écoute, sa OK. volonté d'observer, de prendre la tâche voilà, de toutes les situations et non pas d'arriver avec des idées toutes faites. Elle a une grande expérience de l'éducation nationale, elle a été rectrice il y a quelques années de cela. Donc elle connaît bien ce milieu-là et elle ne Oh. sait que trop bien qu'il faut être très respectueux des personnels de l'éducation nationale et peut-être d'abord trouver les voies, comment les écouter, comment leur faire confiance et surtout leur envoyer le signal d'une confiance réelle entre l'institution et la base. Voilà. Donc je crois que c'est son premier objectif. Elle s'y attelle et elle le fait, je trouve, avec beaucoup de conviction. Donc c'est plutôt ça une bonne chose d'avoir une dame à l'écoute des difficultés que les personnels peuvent rencontrer sur le terrain. Je pense que nos enseignants ont besoin de ça, ont besoin d'être entendus et respectés dans la difficulté des missions qui sont les leurs aujourd'hui. Après, la question des moyens, c'est une autre affaire. Et on est dans un contexte de crise budgétaire, dans un contexte tendu un peu partout, comme partout dans le monde. Et donc, il y a des logiques qui s'opposent. Et ce sont parfois des logiques politiques. Et là, ce sont des arbitrages et des débats qui me dépassent évidemment à mon niveau, qui nous Oh oui. dépassent, bien entendu, nombreux que nous sommes. Oui, je comprends. Je comprends. Elle a je trouve, naïvement, je sais peut-être une manière naïve, mais je trouve ça quand même assez positif, le fait qu'elle connaisse le milieu, euh, Oui, oui. Et- parce que les enjeux, en tout cas, si je compare à ma chambre d'écho chez nous au Québec, les enjeux sont énormes, là, sont énormes. Sur la vétusté des écoles, sur tu sais, juste pour vous expliquer, là, au niveau de la ventilation des écoles, avec la COVID, ça a mis ça, hein, les niveaux de CO2, on avait des capteurs de CO2. Les enjeux sont énormes, énormes. Les enjeux sont énormes, mais en même temps, on n'a jamais été aussi, j'allais dire, clairvoyant dans ce qu'il conviendrait de faire. On n'a jamais eu autant de résultats de la recherche, des neurosciences, de ce que l'intelligence artificielle peut être comme aide auprès des enseignants. Enfin, il y a des avancées technologiques qui, moi-même, en tant qu'ancien enseignant, me font parfois rêver et donnent envie de retourner. Vivre l'expérience de la classe. Donc c'est assez paradoxal d'avoir aussi ce sentiment de n'avoir jamais été aussi bien outillé intellectuellement sur ce qu'il y a lieu de mettre en place que ce que peut être un enseignement explicite, comment est-ce qu'on peut travailler en coopération, l'intérêt de la coopération. Enfin, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on a progressé. Qu'est-ce que c'est qu'un enseignement explicite, la place des parents, la parole que l'on donne aux élèves, le poids que ça peut avoir, etc. C'est Et en vrai. même temps, c'est comme si on avait le frein à main et qu'on n'osait pas lâcher, et aller de l'avant sur ces sujets, parce on est un peu dépassé par d'autres sujets, peut-être aussi liés à la communication, à l'urgence de la communication, du temps politique qui n'est pas le temps de l'éducation, malheureusement. Est-ce qu'on est sur le point de... je ne sais pas si le temps va être juste, là. Est-ce qu'on a atteint le point de rupture? J'espère pas. Il faut rester. Mais le fait que tu poses la question veut bien dire qu'il y a un signal d'alarme qui est sur le point d'être tiré, bien sûr. Mes inquiétudes viennent, comme je t'ai expliqué précédemment, du fait qu'il y a un départ hâtif à la retraite qui va se faire bientôt, là. Pas un pas hâtif dans le sens où les gens vont faire une retraite anticipée, c'est qu'elle arrive, elle est imminente, là.
on dit dans les 5 chez nous, là, de ce que j'ai entendu, peut-être que je suis champ gauche, là, mais de ce que j'ai entendu, il y a 30 000 départs d'ici 5 ans. Oui, on est sur des chiffres tout aussi importants, hein. Je fais d'ailleurs partie de cette charrette, hein. Là. Oh là là. On Mais va s'en servir autrement. les, les enjeux de l'IA, comment que ça se vit à l'Académie française? En tout cas, chez toi, comment ça se vit? Je pense il faut clairement le considérer comme une assistance enfin, plus qu'utile. Moi, quand je vois la façon dont des séquences pédagogiques peuvent désormais s'envisager grâce à l'IA en prenant en compte la diversité des élèves, en personnalisant des exercices, des apprentissages, c'est assez formidable. C'est à ce niveau-là que je considère qu'il y a de vraies avancées qu'on n'avait pas. Quand je vois qu'une vidéo, une conférence peut être séquencée, immédiatement avoir son résumé, avoir son chapitrage, etc., là où il fallait avant des heures de travail pour un formateur pour essayer de la retravailler. Donc, il y a un gain de temps. Donc, j'ai envie de croire que ce gain de temps peut être mis à profit pour gagner en qualité de suivi. On a des réponses à fournir. On dit parfois, paradoxalement, l'IA peut aussi rendre la réponse de l'administration plus humaine. C'est quand même assez extraordinaire de dire ça. Mais en même temps, c'est pas complètement faux parce que, il y a un soin dans la réponse qui peut être donné, qui peut parfois être plus pointu, plus attentif, Ouais. plus, comment dire, original presque même, que pourrait l'être un fonctionnaire fatigué en fin de semaine, en fin de journée, et qui a plus trop d'imagination parce qu'il en a assez d'écrire la même chose depuis je ne sais combien de temps. L'IA ne se fatigue pas, donc il faut en profiter. Et si ensuite il peut y avoir une petite touche personnelle, ben allons-y. Ouais, c'est Non, vrai. C'est vrai. C'est vrai. c'est c'est une formidable avancée. L'IA est produite par les humains, donc ne l'oublions pas. Tout ce qui existe aujourd'hui, et que ce soit ChatGPT, Gemini ou d'autres qui vous resservent des propositions, c'est parce qu'ils ont trouvé ça en ligne, produit par les humains. As-tu tenté l'expérience, Michel? C'est-à-dire, Je vais partager, comme ça, je vais voir si il se fait la même chose là, chez vous. Euh, Moi, depuis un certain temps, par économie de temps, OK, je demande à l'intelligence artificielle de me produire des courriels, dans le fond, à des parents. Je suis beaucoup plus productif depuis que j'ai intégré l'intelligence artificielle pour les communications avec les parents. En fait, j'ai inclus, disons, si on vit une problématique, puis je veux que ce soit, je demande à l'intelligence artificielle d'être compatissant dans le message. Puis, disons, je donne un exemple, Michel, là. Disons qu'il s'est passé euh, du vol d'argent scolaire, disons. Il ne faut pas le nommer. Mais je dois informer les parents, mais je sais que ça peut être délicat. Puis là, je dis à l'intelligence artificielle, écris-moi un courriel compatissant expliquant à l'enfant qui a volé de l'argent scolaire, puis que j'aimerais le rencontrer, mais pour que ce soit le plus compatissant possible. Puis il me donnait un courriel, ma foi, incroyable, là. Il a employé des mots, je lisais le courriel, puis ça m'apaisait. Je me dis, mon Dieu, c'est absolument extraordinaire. Et puis, j'ai même déjà vécu des moments où il y avait de la cyber-intimidation, pas de ma part, mais de la part d'une élève, et j'ai dû informer, dans le fond, les parents de notre communauté qui s'est vécu de la cyber-intimidation envers un élève, puis dont le parent, l'enfant qui était l'intimidateur était impliqué, fait que je devais informer le parent. Je sentais le malaise de la part de la direction d'école, parce que elle se demandait comment le cadrer, elle voyait le travail qui devait se faire, puis les courriels, puis les rencontres. Et ChatGPT a été pour moi une révélation, là. J'ai écrit, j'ai demandé aux parents j'ai demandé d'écrire un courriel aux parents expliquant la problématique. Et il m'a même donné des solutions pour des cas de s'il arrivait de la cyber-intimidation. Ça m'a pris quelque chose qui m'aurait pris 1 heure et demie, 2 heures pour essayer de trouver les mots, tourner ça pour que ce soit le plus confortable possible. Je- je-
Je l'ai fait en 20 minutes parce que Ouais. j'ai revisé puis je l'ai comme je l'ai tweaké à ma manière, à la manière de Frédéric, mais c'est extraordinaire. C'est clair, c'est clair. Moi, je suis sur parfois j'ai des articles de loi, des décrets, je cherche la bonne référence pour comprendre et je peux interroger l'intelligence artificielle pour qu'ils me disent, mais quels sont les éléments que je dois comprendre de tel article de loi qui parfois, quand on le lit, est dans un langage pointu, technique, et si on n'a pas forcément fait des années de droit, c'est d'autant plus difficile de trouver la bonne réponse sans parler des articles qui ont été abrogés, remplacés par d'autres, qui eux-mêmes ont été remplacés par un autre, mais uniquement l'alinéa de la troisième ligne, etc. Enfin, et tu es perdu. Donc là, à ce niveau-là, c'est juste extraordinaire. Tu reposes ta question, c'est comme si tu avais à côté de toi un juriste assis sur la chaise à côté de toi et qui te donne la réponse. Ah, Michel, ne puis, t'inquiète pas. L'article, oui, il a été abrogé telle année, mais voilà ce que ça a apporté comme nouveauté et ce dont tu peux tenir compte, etc., répondre différemment. Donc ça, à ce niveau-là, c'est formidable. C'est formidable. Je pense que c'est le droit est aujourd'hui est devenu tellement complexe et si on n'a pas d'études, si on n'a pas fait d'études spécifiques et quand bien même on en a peut-être fait, je pense que c'est un formidable un formidable outil qui va chercher l'aiguille dans la botte de foin que tu ne trouveras jamais sinon. j'étais au printemps dernier, lorsque le ChatGPT a pris une ampleur monstre, j'étais au Schema Business School à Montréal, qui vient de chez vous, là, ça vient de la France. Puis, on parlait justement de cette venue de l'intelligence artificielle. J'ai été estomaqué que c'était commandité par une firme d'avocats. Je ne comprenais pas comment une firme d'avocats peut s'intéresser à l'intelligence artificielle. Ils ont dit, mais nous, on souhaite juste ça, juste pour la gestion des courriels. Je dis, pardon? Ils ont, on a des courriels monstres, on prend des heures et des heures à faire le tri des courriels, de lire les courriels. Nous, on souhaite que l'intelligence artificielle arrive pour qu'ils puissent trier, dans le fond, les courriels qui sont les plus, qui demandent plus d'expertise. Puis on souhaite que l'intelligence artificielle puisse répondre aux besoins rapidement de ceux qui n'ont pas besoin de tant d'expertise. Je me dis, mon Dieu, où est-ce qu'on s'en va? C'est absolument foisonnant, là. Ouais, ouais, c'est vrai. On est rendu dans la dernière portion du balado, Michel. J'ai Déjà. Ouais, ça. Ben, déjà, mais je crois qu'il faut peut-être te coucher bientôt sur la Oui, journée demain. c'est bien beau de jaser, hein. On pourrait- Demain, il y a école. Ah ouais, demain, chez vous, il y a comme le même. Pour moi, c'est une journée pédagogique. Je vais rencontrer les parents. J'avais des petites questions à rafale. Si pour toi, Michel, ça te demande d'aller plus loin dans l'aventure, d'aller plus en profondeur, j'ai une planche de surf, je vais suivre ta vague comme je t'expliquais en pré-entrevue. Pour toi, Michel, l'éducation, c'est quoi? L'éducation, c'est l'arme préférée, n'est-ce pas, disait Nelson Mandela, c'est l'arme, the weapon. C'est l'arme qu'on doit avoir, mais partout, dans tous les pays, on devrait être armé d'éducation, d'envie de grandir, de faire grandir l'autre. Malheureusement, souvent pas assez, mais c'est la seule façon de garder espoir dans ce monde aujourd'hui en crise, en péril, c'est l'éducation. Ça a beaucoup de sens. C'est vrai qu'on ne le fait pas assez. Non, non, et il faut, on le disait tout à l'heure, c'est un métier qui est peut-être aujourd'hui plus décrié ou moins à l'honneur ou plus en difficulté. On a des enseignants qui ont perdu leur vie. C'est totalement dramatique ce qu'on a connu ces dernières années en France. Oui, tout à fait. On n'a pas tant vécu ça au Québec, mais en France, oui, on voit ça à vive allure, là, oui. Oui, il y a, je pense, un traumatisme bien plus important que l'on ne pense, parce il y a une peur de la façon dont la société évolue, là, il y a une peur de ce que l'on peut dire. L'enseignement n'est peut-être plus aussi respecté qu'il l'était, donc il y a tout ça qu'il faut retravailler, remettre en avant et faire en sorte que
L'éducation retrouve toutes ses lettres de noblesse en France comme partout dans le monde. C'est fondamental. Fondamental parce que l'éducation, c'est l'esprit critique, c'est un apprentissage des médias, des réseaux. Et on voit Hmm, bien aujourd'hui la façon dont la superficialité des choses, l'immédiateté, l'instantanéité, le plaisir instant l'emporte sur l'approfondissement, sur la réflexion, sur l'ennui, alors qu'on a besoin de tout ça pour apprendre. c'est vrai, c'est vrai. Michel, la question va être un peu plus personnelle. Pour toi, Michel, ton plus grand succès, c'est quoi? Mon plus grand succès, c'est de garder le contact encore avec des élèves que j'avais il y a 25-30 ans. Pour vrai? Et oui, avec qui je corresponds toujours et qui gardent en mémoire les années formidables qu'on a pu vivre ensemble quand j'étais leur enseignant. Et ce sont des choses qui me touchent et qui m'ont porté tout au long de ma carrière parce que c'était les plus belles expériences finalement. Et d'avoir des jeunes parents d'ailleurs, qui sont eux-mêmes parents aujourd'hui, mais qui gardent toujours en mémoire leurs jeunes années d'école primaire où j'avais le plaisir d'être leur enseignant. C'est la plus belle des récompenses. Wow. Ton plus grand apprentissage, Michel? Mon plus grand apprentissage, c'est la confiance que l'on doit faire à la vie, l'incertitude qui l'accompagne et se dire que la vie est bien faite. Et souvent, j'ai cheminé dans mon parcours sur des chemins auxquels je ne pensais absolument pas et qui m'ont fait faire de belles rencontres, de très belles rencontres, qui m'ont fait grandir, qui font qu'on avance et qu'on se dit que, ma foi, ça vaut le coup ça vaut le coup d'être vécu, que d'avoir ces expériences-là, de vivre des rencontres, parce qu'elles nous transforment positivement. Une personne qui a un impact positif dans ta vie qui te vient spontanément, que tu aimerais nous partager. Et dis-moi pourquoi. Je dirais Pascal Toscani, qui est docteur en neurosciences et qui m'a ouvert les yeux euh, Oh. sur la place du cerveau aujourd'hui, sur les bêtises que l'on avait pu apprendre, pour le coup, quand j'étais moi-même jeune enseignant, où on nous disait tout se joue avant 5 ans, tout est terminé ensuite, ou Oui. attention, si les enfants ne savent pas lire à 7 ans, c'est terminé, ils n'iront jamais au bac, et considérer que les choses sont difficiles, sont définitives. Elle m'a ouvert les yeux sur la plasticité du cerveau, sur le fait que rien n'est déterminé, qu'on peut apprendre à tout âge, qu'on ne perd pas les neurones comme on pouvait le laisser entendre, parce qu'elles se régénèrent par ailleurs. Et donc cette dimension et cette place des neurosciences dans les apprentissages, là aussi, quand je parlais des nouveautés qui existent aujourd'hui, sur lesquelles on pourrait davantage tenir compte pour mettre en place ces apprentissages, c'est quelque chose de formidable et qu'il faut absolument promouvoir. Hmm. D'ailleurs, C'est si tu pouvais l'inviter à ce micro, elle serait bien plus pertinente et loquace pendant une heure de discussion que je ne peux l'être. Je te passerai ses coordonnées. Merci, Michel. Mais c'est un Jacob. bonheur pareil. C'est un vrai bonheur de communiquer avec toi, là. Diminue-toi pas, s'il vous plaît. Euh, quand ma prochaine question est la suivante. Est-ce qu'il y a un livre qui a pour toi un impact que tu voudrais nous partager? Ah, un livre. J'ai été marqué par un philosophe sociologue allemand qui s'appelle Hartmut Rosa. Je ne sais pas si ça te parle. Non? Qui a fait un travail sur la résonance, l'importance de la résonance, pour justement contrer d'une certaine façon l'accélération du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, de se dire que peut-être la solution, c'est de réfléchir à ce que peut être la résonance. Comment est-ce qu'on peut vivre en résonance? Ça peut être avec de la musique, ça peut être avec la nature, dans le cadre d'une rencontre, quelque chose qui résonne et qui peut freiner l'accélération dans laquelle nous nous retrouvons, l'accélération parce que tout va plus vite, tout est plus instantané. On parlait de l'intelligence artificielle, c'est pareil, c'est une forme d'accélération malgré tout. Et que pour pas perdre de vue le sens de la poésie dans ce monde, qui est importante parce que c'est l'essence, moi, qui me fait encore avancer aujourd'hui, c'est d'essayer d'habiter de manière poétique ce monde, c'est de trouver des moments de résonance, même s'ils sont brefs. Ça peut Mhm, être, euh, je suis très, très, très attiré par les petites fleurs qui peuvent pousser dans les interstices des caniveaux ou entre deux plaques de béton et de voir
le pied de nez qu'elles peuvent produire à la matérialité, à l'étouffement du monde. Et c'est pour moi à chaque fois un instant de résonance, par exemple. Euh, une résonance, oui, puis c'est- ça me fait penser que l'humain, on est de passage, là. La nature reste, hein? C'est résilient, la nature. C'est ça, exactement. Pardon. Euh, Quand tu étais à l'école en tant qu'écolier, ta matière préférée, c'était quoi? Ah, j'aimais bien. J'ai fini par aimer le français. OK. J'ai fini par aimer le français, mais j'ai eu du mal au début. Parce que D'accord. c'est pas ma langue maternelle, figure-toi. Pour vrai? Et oui, tiens, j'ai appris le français à l'école. Alors au début, parfois avec des coups de règle sur les doigts quand je Ah, mon parlais Dieu. ma langue, hein, c'est-à-dire l'alsacien. Je suis alsacien d'origine. Oh, OK. Et en fin d'école primaire, j'ai fini par apprendre et apprécier la langue, de ce qu'on pouvait en faire. En fait, du pouvoir des mots et de la façon dont on pouvait quelque part reprendre sa revanche. Vous avez voulu que j'apprenne le français? Très bien. Allons-y, je vais le réutiliser, mais peut-être pas comme vous auriez souhaité. Oh, c'est génial. Mais alors, à l'époque où ce que tu étais à l'école, est-ce que, en tant qu'écolier, est-ce qu'on t'a déjà considéré comme un élève cancre, c'est-à-dire un mauvais élève ou un élève paresseux, ou encore une flèche, c'est-à-dire une Non, pas du tout. personne brillante, intelligente? Un élève effronté. Ma maman est venue une fois à l'école poser la question et l'enseignante lui a dit, mais heureusement qu'il n'y en a qu'un comme lui parce que c'est très difficile. Il se lève, il se promène, il parle tout le temps. Pour vrai? Oui, oui, j'ai découvert que j'étais plutôt perturbateur. Est-ce que ça t'a permis de comprendre les élèves perturbateurs à ton tour alors que tu étais enseignant? Ah oui, j'ai très respectueux. Je me suis promis justement de la façon dont j'ai moi-même vécu ma scolarité, de certainement pas reproduire la même chose lorsque je serai moi-même à leur place. Bien C'est sûr, brillant. C'est brillant. bien sûr. Tu sais quoi, enfin, c'est peut-être pas le moment, mais un jour viendra, sans doute très prochain, où il y aura aussi un MeToo de l'école. On peut être très fier de tous les enseignants qui nous ont fait grandir. Et on peut en citer, on a tous en tête tel enseignant, telle enseignante qui nous a appris énormément de choses. Et j'en ai. Et heureusement, et je les salue. Et j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps encore mon professeur de mathématiques que j'avais au collège et qui m'avait fait aimer les mathématiques en fin de collège. Et Wow. c'était un bonheur pour moi d'échanger avec lui. Aujourd'hui, il est à la Wow. retraite, Wow. etc. Wow. Ça fait 35 ans que je l'avais. Bref. Mais j'ai aussi le souvenir d'autres enseignants qui ont été particulièrement maltraitants. Toi, je te parlais de ceux qui pouvaient me taper sur les doigts parce que je ne parlais pas dans la bonne langue qu'il fallait. J'ai un enseignant, c'était en physique-chimie, que tu parlais des matières que j'aimais ou que je n'aimais pas. Celle-ci, j'ai fini par la détester. Parce que quand on venait au tableau, il te prenait par la tête et tu essuyais le tableau avec le bout de ton nez. Parce que tu avais écrit une erreur. D'accord? Donc, ces maltraitances-là, aujourd'hui, elles sont passées sous silence. Un jour viendra où, je pense, parce qu'on est tous passés à certains moments de nos vies par des expériences d'humiliation, de soumission, de maltraitance, qu'on a fini par avaler, considérant que c'était comme ça qu'il fallait faire. Et combien, parfois, rentrant chez eux, se plaignant d'avoir été quelque part corrigés par leur enseignant, reprenaient une double peine parce que le parent considérait que l'enfant ou l'élève ne s'est pas bien comporté, etc. Donc, euh, il y a des traumatismes qui sont, à mon sens, nombreux aujourd'hui. Et on voit bien que partout, quels que soient les milieux, les paroles se libèrent. On dénonce des violences sexuelles, on dénonce des pouvoirs d'autorité. Il y a eu l'Église à certains moments. Et combien de situations de pédocriminalité, etc., etc. Il y a tous les corps de métier. Là, je lisais à l'hôpital, des grands chirurgiens qui se permettent des choses avec de jeunes étudiantes, etc. Enfin, c'est parfois la nausée permanente.
Et malheureusement, l'école aussi a sa part d'ombre et de quelques enseignants. Ça me fait mal, évidemment, parce que c'est un métier que j'adore et que je respecte profondément parce qu'il m'a Ouais. fait moi-même grandir. Mais je sais aussi que il a fait souffrir aussi beaucoup de jeunes d'enfants et de jeunes adultes aujourd'hui, et qui ont peut-être une relation compliquée et difficile eux-mêmes pour leurs enfants avec l'école. Évidemment. Évidemment. Mais là, Michel, tu es allé chercher quelque chose, des souvenirs étranges que j'ai vécu moi-même quand j'étais à l'école, là, par rapport d'exaspération ou ou le fait qu'on était souvent sur mon dos, là, par le fait que j'étais une personne lunatique. Hein. Mais j'ai découvert plus tard que c'était lié à un trouble du déficit de l'attention. On n'avait pas les connaissances qu'on a aujourd'hui. Ouais. Oui, oui. Mais il va falloir à un moment donné qu'il y ait aussi ce mouvement-là de pardon par-dessus tout, là. Je sais pas si tu Oui, comprends aujourd'hui, ce que je veux dire. le ministère, et on peut s'en féliciter, s'il faut revenir de manière un peu positive, constructive, politiquement correcte. Ouais, c'est bon. Euh, une des affiches du ministère, c'est un enseignant peut vous changer la vie, change la vie, au sens, évidemment, dans une communication positive. Là Ouais, aussi, on parlait d'armes, de l'éducation, oui, tout ça est éminemment positif. oui, Et on a envie de ça. oui, Euh, mais attention, si la vie est bien faite, la vie est belle, elle peut oui, aussi, dans certaines situations, être particulièrement douloureuse. Et c'est à oui. cela que je pense. C'est à cela que je pense. Michel, merci beaucoup pour ton moment. Il est tard chez toi et merci beaucoup aussi de ton partage et ta sensibilité et surtout ton ouverture. C'était un superbe échange qu'on a eu ensemble. Non, mais merci à toi. Merci de cette invitation totalement extraordinaire que je vais garder moi-même en mémoire. Merci de cette rencontre et très belle journée à toi au Québec. Votre balado pédago.